Ça fait 8 ans que j'investis dans l'immobilier en Belgique et je vais peut-être bientôt le regretter. Quelqu'un qui gère tout lui-même. L'État pourrait dire que c'est votre activité professionnelle et donc on vous taxe comme un professionnel. Ça monte parfois jusqu'à 55% et là c'est la carotte en fait. Sur 10 000 € de loyer, vous donnez 5 500 à l'État. Les multipropriétaires qui avaient déjà pas mal de bouteilles comme moi, Maëri et d'autres, qui nous ont dit voilà, je payais à peu près 4-5 000 € et là je vais passer à 25 000. C'est devenu une question de survie en fait, de vendre leur bâtiment. Notre ami le gouvernement, ça fait des années qu'il en parle, c'est qu'il aimerait bien taxer les loyers et en fait ils sont en train d'essayer de détruire notre paradis fiscal. Et là, vraiment, ça commence à devenir très concret. Donc, si ça passe, là, ça va devenir vraiment critique. Ça va être une folie, ça va être un bain de sang, vous imaginez même pas. On va voir dans cet épisode, avec mon associé Maëri, une thématique très importante. Maëri, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va parler d'investissement en privé, investissement en société, les avantages et inconvénients. Donc c'est beaucoup de débats, mais c'est vrai que toi ça fait 8 ans, moi ça fait 9 ans que je suis dans l'immobilier. On a fait les investissements, que ce soit en locatif, en Airbnb, en colocation, achat de société aussi, en privé et en société. Donc on a quand même un bel éventail et on va pouvoir vous donner un peu c'est quoi les avantages, quand le faire. Exactement. On va démarrer dans le vif du sujet. Et juste avant, si vous ne nous connaissez pas encore, moi c'est Florent Collin, lui c'est Maëri, Raza on va dire. Et on est les cofondateurs du club et ça fait bientôt depuis 2019 Maëri qu'on accompagne les gens à investir dans l'immobilier en Belgique. Je te stoppe dans ta vidéo pour t'annoncer une bonne nouvelle. Si tu veux te lancer dans l'immobilier en Belgique, on t'a réservé avec Maëri une formation gratuite où on t'explique comment acheter en Belgique un bien par an et générer sur chaque bien 500 € de cash flow ou à bien plus. Si ça t'intéresse, le lien est dans la description, tu cliques dessus, tu t'inscris. En tout cas, on se retrouve la vidéo, je vais y arriver. Donc, si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien dans la description, tu t'inscris à la formation. Merci en tout cas, on se retrouve dans la vidéo. À tout de suite. Je propose peut-être de commencer par le plus facile, parce que Attends, associé, mettons les choses dans le bon ordre. On accompagne les gens à investir dans l'immobilier depuis des années et certaines personnes ont atteint certains résultats. Et c'est vrai qu'on aime bien leur donner un petit ranking. Et donc c'est pour ça qu'on a mis sur la table une petite ébauche de ce qu'on donne à nos clients. On aime bien marquer l'esprit des gens et leur donner de la reconnaissance par rapport à leur niveau d'avancement dans les investissements. Exactement. Et bien vu. Donc on va en parler parce que c'est vrai que nos clients ils adorent. On a créé une communauté avec des milliers de clients et c'est vrai qu'ils sont là, donc les gens vont se demander. Alors le premier, celui-ci, ici que vous voyez, c'est le badge du Club Élite Locatif. Quand un client devient client du Club Élite Locatif, il reçoit ce badge-là, c'est la preuve qu'il est parti dans un processus d'achat locatif. Le deuxième, ça c'est le préféré de Maëri. C'est le rouge. C'est lequel? Ouais, achat-revente, option croisée. Les Vikings. Les Vikings. Donc quand quelqu'un arrive dans le Club Élite Achat-Revente, on lui décerne ce badge-là. Et puis après, il y a les rankings. Et là, on a mis le ranking le plus élevé du club. Il y a peut-être une petite dizaine de clients qui l'ont au jour d'aujourd'hui. Ça veut dire que depuis qu'il est rentré dans le Club Élite, il a fait 7 opérations réussies à succès. Pas forcément avec nous, mais c'est vraiment le point de départ. Il y en a bien évidemment la première qui est toujours avec nous, mais après, ils volent de leurs propres ailes. Et ça veut dire qu'il y a des gens qui en ont réussi 7. Ouais. On en a déjà décerné une dizaine et ça fait plaisir. Et ça c'est des gens qui vivent à 100% de l'immobilier avec des opérations achat, revente, option croisée ou du locatif ou les deux en même temps. Exactement. Bon, le petit aparté est fait, on peut démarrer. On va démarrer sur l'investissement en privé. Pourquoi Maëri ? Quand on se lance dans l'immobilier, au jour d'aujourd'hui, c'est encore intéressant, mais on va voir. Peut-être que ça va bouger. Attention, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça s'annonce pas forcément glorieux pour le privé. Mais au jour d'aujourd'hui, en début 2026, pourquoi c'est intéressant d'investir en privé? Dis-nous tout. Tu as bien fait de préciser les dates. Aujourd'hui, donc jusqu'à aujourd'hui, début 2026, c'est toujours intéressant parce qu'en privé, moi, ce que ça m'a beaucoup apporté, c'est de la sécurité financière.
parce que chaque fois que j'ai investi dans un bien locatif, donc grâce aux stratégies au rendement, Airbnb, colocation, moi, c'est la colocation ma spécialisation, j'ai toujours un cash flow positif. C'est-à-dire que tous les loyers déduits de toutes les charges, il me restait un surplus d'au moins 500 € qui m'a permis d'augmenter mon revenu net. Ouais. Mon revenu net, parce que ce cash flow, ce positif, n'est pas taxé. Quand je déduis toutes les taxes communales, il y a un petit peu de taxes au niveau du meublé. Donc je loue meublé, mais la taxe est vraiment minime, donc c'est vraiment rien. Je n'ai pas fait le compte ici pour un bien, mais c'est 50 € peut-être par mois. Mais je touche au moins 1600 de loyer par mois sur un bien. Et donc ça m'a permis d'obtenir une sécurité financière après avoir investi dans plusieurs biens, donc dégager plus qu'un salaire net. Et c'est le plus grand avantage qu'on a à acheter en privé, c'est qu'on n'est pas taxé sur les revenus locatifs touchés. Mais il y a des petites taxes comme le précompte évidemment. Ouais. On est en Belgique, donc il y a la taxe foncière liée à cause du fait qu'on possède un bien ici sur le territoire, et une petite taxe meublée, il y a quelques petites taxes communales, et il y a des taxes sur les logements meublés aussi. Donc il y a les loyers meubles, mais il y a aussi le fait que je loue un logement meublé, il y a une taxe communale qui me tombe aussi dessus, mais déduit de tout ça, après les loyers... Mais effectivement, donc pour ceux qui n'ont pas bien compris, vous l'avez entendu, Maëri, elle a dit, en Belgique, on n'est pas taxé sur les loyers immobiliers, et ça fait toute la différence. Vous allez chez nos amis les Français, vous gagnez 20 000 € de loyer par an, on vous enlève la moitié. Bon alors, je la fais très courte parce qu'effectivement, il y a des manières de déduire en France, mais en Belgique, vous gagnez 20 000 €, on ne vous retire pas 10 000 € d'impôts, enfin on ne vous demande pas 10 000 € à payer. Non, là, comme tu l'as expliqué, tu as le RC, tu as le précompte immobilier, tu as un peu une petite partie immobilier et quelques petits trucs à droite à gauche, mais on avait fait ici les calculs avec un fiscaliste. 18 000 € de loyer, pour un RC d'à peu près 1 000 €, vous allez payer peut-être 2, 3, 4 000 € d'impôts sur 18 000 € de loyer. Donc c'est vraiment incroyable, alors que dans d'autres pays, dans la majorité des pays en Europe, on serait taxé sur les loyers. Et donc, divisé par 2, au lieu de payer 3 000 € d'impôts, vous payeriez sur 18 000 € de loyer 9 000 €. Et ça, les amis, ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence parce que ça permet de cumuler, économiser beaucoup d'argent, plus de fonds propres pour pouvoir enchaîner sur les autres investissements. Et ça permet de remplacer assez rapidement un salaire, voire passer à un mi-temps, et pouvoir se consacrer plus à l'immobilier si vous avez été piqué, si vous avez apprécié l'expérience. Et c'est ça qui permet d'atteindre sa liberté financière au final. Exactement. C'est rarement avec une opération, sauf si vous avez des gros budgets à plusieurs millions. Et c'est un travail de longue haleine, c'est du marathon. Et le fait de savoir qu'après un an, après 2-3 ans d'investissement, on n'a pas une douloureuse qui nous tombe dessus, vous payez autant en taxes, ça crée un sentiment positif dans le cerveau qui nous donne envie de continuer. Exactement. Donc ça, c'est le premier gros avantage qui existe aujourd'hui si vous vous lancez dans l'immobilier. Parce que on est au point de départ pour ceux qui débutent dans l'immobilier. Franchement, lancez-vous en privé. Vous ne prenez pas la tête avec les sociétés. Mais vous allez voir que pour les multipropriétaires, les choses se gâtent. Elles se sont déjà gâtées début 2025, on va en toucher un mot, avec la suppression des intérêts. Mais si vous démarrez dans l'IMO, vraiment, allez-y à fond. Et alors, souvent, on nous demande c'est combien de biens, allez-y à fond au début. C'est pas un seul bien, Maëri, c'est quand même un peu plus que ça. On ne s'arrête pas à un bien avant de commencer à envisager la société. Ouais, alors c'est un débat, c'est un débat sans fin. Donc, c'est le fameux bon père de famille. Donc, en théorie, en Belgique, si tu investis comme un bon père de famille, comme une personne raisonnable, on n'a pas de requalification, donc on n'est pas taxé sur ses revenus. Et ça dépend de plein de critères. Pas forcément, c'est un peu le nombre de biens, d'opérations, mais sur combien de temps. Ça dépend des fonds propres, des crédits, enfin ça dépend de beaucoup de choses. Je les ai les critères ici, si vous voulez. Tu les as, ouais, vas-y, tu peux lister. Alors, comme tu l'as dit, la logique, c'est bon père de famille. Ok, ça veut dire quoi, bon père de famille? C'est hyper spécial, mais imaginez qu'il y a des drapeaux. Plus vous avez de drapeaux rouges, plus ça sent mauvais, ça sent le sapin pour votre tête. La première, méthode professionnelle ou en lien avec la profession exercée. Nos amis, les agents immobiliers, les promoteurs immobiliers, les notaires, les courtiers en crédit, ils sont forcément plus à risque parce qu'on les considère comme des pros de l'IMO. En fait, c'est juste ça que vous devez comprendre. C'est est-ce que vous êtes un pro de l'IMO? Si on ne peut pas dire que vous êtes un pro, alors il n'y a pas vraiment de risque. Si oui,
Voilà, et donc un des premiers critères évidents, c'est celui-là. Le deuxième, et c'est un des plus importants, est-ce que là, ça s'apparente à une activité professionnelle? Donc le temps de gestion est très très important. Si, comme Maëri l'a fait, tu as tout délégué, toi, une agence ou un gestionnaire, on ne peut pas considérer que c'est ton activité principale. Alors que quelqu'un qui gère tout lui-même, qui ne passe pas par une conciergerie, par exemple pour la courte durée, comme c'est le cas de mon côté, l'État pourrait dire, en fait, c'est votre boulot principal et donc c'est votre activité professionnelle et donc on vous taxe comme un professionnel. Et alors, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais là, on se fait bien avoir parce qu'on est taxé à l'IPP, l'impôt des personnes physiques, et ça monte parfois jusqu'à 50, 53, 55%. Et là, c'est la carotte, en fait. Sur 10 000 € de loyer, vous donnez 5 500 à l'État. Donc ça, c'est le deuxième gros critère. Le troisième, Maëri l'a dit, le nombre de biens qu'on achète, l'importance des loyers, la fréquence. Si vous achetez 3 biens par an pendant 5 ans, c'est chaud, forcément. Maintenant, si vous en achetez un par an et que c'est assez raisonnable, voilà. C'est chaud, sauf si c'est que des fonds propres. Oui. Et il ne faut pas de crédit hypothécaire. Justement, voilà, on a un truc qui est important, c'est si on fait beaucoup recours au crédit. Oui. Si tu n'as que des crédits à 125%, 100%, ça devient un peu professionnel, quoi. On n'est plus dans un truc qu'un bon père de famille ferait. Enfin, pour la faire courte, si un bon père de famille ne l'aurait pas fait, ça peut être un risque. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Et donc, il y a toute une liste à bien prendre en compte. Donc, effectivement, la requalification, tu l'as dit, combien de biens on nous demande toujours cette question-là. Moi, je dis toujours entre 2 à 4 biens à haut rendement, je pense qu'on est quand même safe. Je ne sais pas ce que tu en penses. Si c'est pas fait en un an, ouais. Oui, bien étalé dans sur le 5 temps. ans. Sur 5 en fait, ans, voilà. Mais ce que je veux pas, c'est que l'audience se dise, ok, j'en achète 4 et c'est bon, je suis safe. Il faut bien prendre du recul et tous les critères que tu as dit, il faut les prendre en compte dans vos opérations. Mais il y a aussi un ratio des revenus professionnels que tu touches par rapport mais les gens associés, ils veulent du concret. Ils en ont plein le cul des trucs vagues. Moi, j'aurais dit, alors, je vais faire l'avocat du diable, je dirais, en fait, je vais faire même mon comptable. Parce que j'ai posé la question à un de mes comptables. Voilà. Alors, moi, j'ai eu plusieurs comptables. J'ai eu les comptables ultra carrés, irréprochables, j'ai eu le comptable plus flexible. Le carré ultra, plus flexible. On va être politiquement correct ou pas. On va peut-être changer au fur et à mesure. Ça dépend si Arthur nous sert des bières ou pas. Mais en gros, mon premier comptable ultra carré, il m'a dit achète ta résidence principale en privé et tout le reste en société. Il a fait l'avocat du diable, il voulait pas se mouiller. Ah ouais, non, il voulait vraiment pas se mouiller. Et donc, mais pourquoi je vous dis ça? Parce que voilà, il faut prendre du recul par rapport à ce que les conseillers, les professionnels, de manière générale, vont vous dire. C'est mieux de prendre l'information, selon moi, avec ceux qui ont l'expérience, ceux qui ont fait les choses. C'est ceux qui ont fait les choses. Et je comprends tout à fait sa réponse et je lui en veux pas. Je veux dire, il n'y a pas de stress. Du coup, moi, ma réponse, c'est ultra subjectif. Et je la donne aujourd'hui, en début 2026. Peut-être que demain, en 2027, ça va changer. Mais je dirais jusqu'à 2-3 biens en privé, en plus de votre résidence principale. Pour moi, selon moi, il n'y a pas vraiment, et ça n'engage que moi évidemment, pas trop de risques, quoi. Ça me semble être bon père de famille. Si vous faites 2-3 opérations en 2-3 ans, 4 ans, le temps de faire les travaux, etc., c'est le rythme de croisière classique, c'est pas mal. C'est hyper réaliste. Et alors, je vais quand même modérer ça. Ça dépend aussi de la stratégie. Maëri, quand il dit 2 à 3, voire 4, c'est les colocs, parce que lui, c'est l'artisan de la coloc. Et moi, c'est plutôt la courte durée, donc touristique, Airbnb, gîte, tout ça. Là, par contre, les loyers sont beaucoup plus importants, donc c'est plutôt entre 1 à 3, moi je dirais. Et quand je dis 1, c'est si vous faites ce qu'on appelle, nous, de l'ultra haut rendement, spa, sauna, jacuzzi, qui va cracher des 250-300 € la nuitée et qui va vous générer des 5-6 000 € de loyer. Là, vous en faites un, c'est déjà canon, je veux dire, à ce niveau-là. Si vous gagnez 10 000 € de loyer avec un bien, n'espérez pas en faire 3 comme ça sur 3 ans, c'est pas possible ça. Donc voilà, il y a aussi ça à modérer, ça dépend de la stratégie, courte durée, ultra haut rendement ou alors colocation, bien évidemment. Mais je vais me permettre de rebondir aussi. Les gars, si vous voulez vous lancer dans l'immobilier, ne réfléchissez pas trop à ces questions-là. Achetez déjà un bien. Voilà. Déjà, vous êtes pas mal. Faites votre première expérience. Et là, il n'y a pas de question à se poser, société privée. Faites une opération parce que
nous, on espère, et c'est pour ça qu'on a le club, c'est que cette opération se passe le mieux possible. Et en fait, il faut que votre cerveau associe immobilier avec du cash flow positif, avec une bonne expérience pour pouvoir aller loin. Imaginez, vous pensez, vous faites des rulings ou je ne sais pas quoi, vous dites j'ai 1 million d'euros cash, j'ai un héritage et je vais faire 5-10 investissements. Mais au final, vous avez pris 2 ans et je ne sais pas combien d'euros de conseils à réfléchir à tout ça. Vous faites une opération, vous dire oh, au final, j'aime pas, je préfère faire la bourse ou je préfère lancer mon truc de boulanger. Vous aurez perdu du temps et de l'argent. Donc vraiment mon conseil au final, c'est faites une opération, faites en sorte que ça se passe le mieux possible en rejoignant un accompagnement, vous entourant des bonnes personnes, vraiment positifs qui vont vous tirer vers le haut. Et voilà, vous allez voir si vous allez devenir dame noire. Donc j'espère que c'est le dame noire. Soit vous faites achat-revente, soit vous faites locatif. Exactement. Et let's go. Hein. Exactement. Donc pas de trop penser, pas de overthinking comme on dit en anglais. Il faut passer à l'action. Donc là, voilà, on a démarré un peu la vidéo pour les débutants, les gens qui veulent se lancer et investir leur premier bien en privé. On n'a pas terminé sur la partie privée parce qu'il y a quand même un autre avantage à investir en privé et à débuter, c'est le cash. Il faut sortir, soyons très honnêtes, beaucoup moins de cash en privé que l'investissement en société. On va en parler juste après. Et donc, quand on dit beaucoup moins de cash, Maëri, combien il faut sortir pour acheter ses premiers deals? Alors, pour acheter son premier bien, il faut, je dirais, ça dépend du montant du bien, mais un grand minimum, c'est 10 000. Il y a moyen, difficile, parce qu'il faudra acheter un bien qui ne coûte pas cher, entre 50 000 et peut-être 100 000 grand max. Minimum, c'est un 10 000. Ce que je trouve confortable, c'est d'avoir un budget de 20 000 euros. Ouais, confortable. C'est confortable, c'est confortable. Ouais. C'est très confortable. Et alors, juste, moi, pour être plus carré, quand on débute dans l'immobilier en privé, les banques vous prêtent énormément d'argent. N'oubliez jamais ça. Maëri a dit 10 000, 15 000, 20 000. Peut-être c'est beaucoup pour vous, j'en sais rien où vous êtes dans votre vie, mais je peux vous dire qu'en société, on va en parler tantôt, c'est un autre délire. Et donc, les banques vont parfois vous suivre jusqu'à 100% du financement en privé. Enfin, en tout cas, si c'est votre premier achat, elles vont le faire. Si vous êtes bien, encore une fois, accompagné, n'allez pas espérer avec une banque n'en étant pas préparé à avoir du 100%, mais 100%, ça veut dire que financement entier, du prix du bien et des travaux. Il vous reste à mettre les frais de notaire. Et les frais de notaire, il y a des astuces pour vraiment pas mettre grand-chose, surtout si votre premier deal. Il y a aussi moyen de se faire financer, ce qui est impossible en société, à 125%. Ça veut dire quoi ça, Maëri, 125%? C'est une folie quand même. C'est vraiment incroyable. C'est un des plus gros cadeaux qu'on a en Belgique et qui n'existe pas dans tous les pays. Même européen, c'est que vous mettez 0 € pour devenir propriétaire d'un bien. Donc je répète, vous mettez 0 €, bon, vous payez quelques centaines d'euros les frais de dossier bancaire. Ouais, ça monte jusqu'à 500, peut-être 700 les grands max, mais sinon c'est entre 200 et 500 € pour acheter un bien qui va vous permettre de dégager un cash flow de 500 € par mois. Donc en termes de retour sur investissement grâce au levier bancaire, il est infini. Et moi, croyez-moi, ça fait des années, plus de 10 ans que je cherche des meilleurs moyens pour gagner des sous. Je n'ai pas trouvé mieux encore que ça, l'immobilier en Belgique. Vous mettez quelques centaines d'euros pour devenir propriétaire d'un bien qui va prendre de la valeur, qui va vous permettre de dégager du cash flow, dans lequel vous allez amortir du capital. Donc c'est quand même magnifique, quoi. Ouais, mais ça, c'est le cadeau. Donc franchement, imposition, paradis fiscal, hein, entre guillemets, vous l'avez compris. Et les banques peuvent vous prêter 100%, voire 125%, un retour sur votre cash qui est infini. Vous n'aurez pas ça dans la bourse, dans les cryptos, dans le private equity, dans ce que vous voulez. Hein. Ça, il n'y a que l'immobilier qui peut faire ça. L'immobilier en Belgique en plus. Donc voilà, ça, c'est les 2 gros avantages qu'on voit. Ils sont tellement massifs. Associé qu'il faut investir forcément en privé parce qu'on ne peut pas ne pas l'utiliser. Maintenant, il y a quand même quelques points négatifs. On va aussi prêcher la mauvaise parole, hein, ça va être des oiseaux de mauvais augure. Les points négatifs en privé, en tout cas que nous on voit, c'est qu'on ne peut pas enchaîner à l'infini. C'est ce que tu as dit tantôt, la requalification professionnelle peut pendre au nez si on est trop agressif. Et donc, il va falloir aller vers les sociétés, on va en parler. Et il y a quand même aussi en particulier, voilà, c'est aussi quand même un très mauvais point à noter, c'est l'imposition. Si vous voulez transmettre à vos enfants, alors n'y pensez même pas. Hein. C'est un fiasco ambulant, même si c'est à au premier niveau vos enfants,
on se fait tondre, vous avez sûrement déjà entendu des proches qui reçoivent une maison à 200 000 et qui doivent lâcher quasiment 100 000 € pour l'acheter. Ils doivent la vendre même. Ils doivent la vendre en fait parce qu'ils n'ont pas les 100 000 € et donc ils doivent la vendre et c'est imposé, et ils doivent quand même les 100 000. Donc c'est un bordel sans nom. Donc ça, c'était vraiment pour si vous débutez. Maintenant, il y a quand même quelque chose dont il faut parler parce qu'en 2025, on nous a quand même coupé les ailes pas mal sur ce qu'on appelle la déduction des intérêts. Déjà, Maëri, c'était quoi ce délire de la déduction des intérêts et pourquoi ça va faire mal, surtout aux gens qui ont pas mal d'immobilier en tout cas, qui sont notre cas et nos deux cas en fait. Pourquoi ça va nous blesser ça? Alors on pouvait déduire donc les intérêts que vous payez du crédit, vous pouvez la déduire sur vos déclarations d'impôts. Et donc ça pouvait amortir, vous payez moins d'impôts. Ça compensait souvent, justement, on en a parlé, là, le RC, le précompte mobilier, tout ça, était quand même pas mal neutralisé par justement cette déduction des intérêts qui était quand même vraiment massive. Donc chaque bien, on permettait de déduire les intérêts. Et maintenant, depuis 2025, c'est fini. Bye bye. C'est fini. Donc plus de déduction d'intérêts, mais plus de facilité d'accès au logement. Ouais, c'est ça. Et donc leur calcul était simple. Ils nous ont, alors on va quand même le dire, ils nous ont mis une sacrée carotte, surtout pour les multipropriétaires. Leur truc, c'était on vous enlève les déductions d'intérêt, mais ils avaient dit que ça n'allait pas être rétroactif. C'est rétroactif, donc ils nous ont mis en fumée. Merci les politiques. Et donc, en gros, c'était on enlève les déductions d'intérêt pour les nouveaux entrants, c'est ce qu'ils avaient dit, et on offre 3%. Après, c'est même pas lié, parce que la déduction d'intérêt est fédérale et les 3%, c'est en Wallonie, donc c'est régional. Mais finalement, ils ont décidé de les retirer à tout le monde. Et donc, on a dans nos clients et dans des gens qu'on connaît, des gens qui ont des très gros patrimoines, même plus gros que nous, et qui tirent un peu la langue quand même. Moi, j'ai un cas concret. Ah bah vas-y. Moi, j'ai déclaré mes revenus 2025. Ah bah voilà. T'as déjà déclaré tes revenus 2025? Ouais. Moi, j'ai reçu mon avertissement extrait drôle. Ah ouais. Et je n'ai jamais payé autant d'impôts. Okay, je parle de revenus professionnels, personnes physiques. Ouais, donc l'IPP, on parle pas de la TVA, on parle pas d'impôts sur société, les cotisations sociales et tout ça. L'impôt des personnes physiques. Soit je le cherche ici, mais voilà, on va pas faire de temps, perdre du temps à l'audience. Ça a fait combien de fois? Non, je paye plus ou moins entre 5 000 et 7 000. Ouais, à l'époque. Ouais. À l'époque. Et là, je suis à 13 000. 13 000 aidés, 13 000. Alors que pas grand-chose a changé finalement. Tu n'as pas acheté 15 biens en un an. Là, je pique. C'est vraiment la déduction d'intérêt. En partie, après mes revenus aussi ont augmenté, mais en partie, c'est pas mal en partie à côté de ça. Et c'est vraiment très intéressant parce que le SPF te sonne. Alors, je ne sais pas si c'est moi mais SPF proactivement m'ont sonné. Ok. Est-ce qu'ils se sont dit à mon avis, ils se sont dit oulala, lui, il est dans le top, je sais pas combien de ceux qui paient le plus d'impôts en personne. Parce que voilà. Et ils m'ont proactivement proposé un plan de paiement. Incroyable. Je reçois un appel du SPF et il dit peut-être on a vu les impôts. Peut-être qu'au-dessus de 10 000, ils se sont dit ça devient chaud pour le monsieur là et ils sont peut-être proactifs. Mais c'est très intelligent, hein. Bravo au SPF. Bravo au SPF qui réfléchit un peu comme un business à mon avis. Parce que le fait de me proposer un plan de paiement, qu'est-ce qu'ils vont gagner à ton avis? Je sais pas, des sous directement. Mais ils vont gagner des intérêts. Du temps. Ils vont gagner des intérêts. Si j'accepte ce plan de paiement, ils gagnent des intérêts au bout de 10 mois de plan de paiement, etc. C'est vrai qu'ils sont intéressant, c'est pas mal. Ils sont malins. Et donc oui, effectivement, c'est ça vraiment pour les nouveaux, enfin pas les nouveaux, mais les multipropriétaires qui avaient déjà pas mal de bouteilles comme moi, Maëri et d'autres. On a des gens qu'on connaît, qui sont plus longs, qui ont plus de patrimoine en privé que nous et qui nous ont dit, voilà, je payais à peu près, on va dire 4-5 000 € et là, je vais passer à 25 000. Et donc, ils sont en train de pleurer vraiment dans les chaumières à juste titre. Et eux, ils sont vraiment, c'est devenu une question de survie, en fait, de vendre leurs bâtiments. Et alors, il y a deux possibilités qui s'offrent à eux. Soit ils les vendent et ils prennent des méga plus-values, ou soit ils les vendent à leur société. Donc on arrive quand même, ça commence à s'aligner, pas mal de raisons de faire des sociétés. Donc pour les gens multipropriétaires qui se font fait flinguer malheureusement par ça, et pour les débutants, on va dire, qui après 3, 4, 5 biens immobiliers en 5 ans, vont vraiment devoir faire une société, sinon ça devient un peu trop agressif. Et puis, il y a la dernière possibilité, c'est par là que j'ai démarré l'épisode de podcast, c'est que notre ami le gouvernement, ça fait des années qu'il en parle, c'est qu'il aimerait bien taxer
les loyers et plus sur le revenu cadastral en privé. Et en fait, ils sont en train d'essayer de détruire notre paradis fiscal. Et donc, ça fait des années qu'ils en parlent, mais là, de l'avis de plusieurs professionnels, on voyait encore notre comptable, Édouard, c'était il y a 2 jours. Il y a 2 jours ou hier, et il nous disait, voilà, ils en parlent, ça vient, mais et là, vraiment, ça commence à devenir très concret. Donc, si ça passe, là, ça va devenir vraiment critique. Pour les multipropriétaires, là, c'est même plus, on paye, par exemple, la personne là va plus payer 25 000 impôts, mais 50 000, quoi. Si ça passe, et même moi de mon côté, avec des gros revenus en Airbnb, ça deviendra, là, si ça passe, ce truc-là, vous allez voir une vague massive de ventes, je pense, au niveau des particuliers. Bon, si toujours... À leur société ou à d'autres. Si toujours il donne d'un côté, mais il prend de l'autre, enfin, voire il donne d'un côté et il prend de 2 autres. Moi, je crois qu'ils vont rien donner. Là. Ça ne dépasse pas. Mais en général, moi, ce que j'ai remarqué, en tout cas, quand tu regardes la Belgique, après, je n'ai pas regardé ici le projet concrètement, il y a souvent des déductions de frais et on fait souvent des déductions de frais forfaitaires. Donc, il faudra voir par rapport à ça. Donc, forfaitaire, c'est toujours... Mais ce sera utile pour les 2-3 premiers. On avait déjà eu justement un maître Colomb qui vient dans nos événements du Club Élite. Il était encore venu ici, en fait. Il vient ce samedi. Dans 2 jours. Et il va venir expliquer un peu cette possibilité-là. Et il avait déjà donné ça, parce que ça fait quelques années que c'est dans le pipe. Mais ça va sortir. Hein, parce que arrêtez de croire aux bisounours. On est fauchés comme les blés en Belgique, comme tous les pays d'Europe, et ils cherchent de l'argent dans tous les sens. Et là où ils n'ont pas retapé, c'est dans l'IMO, donc ça va arriver. N'espérez pas autrement. Mais l'endettement est négatif. On gagne moins que ce qu'on s'est remboursé. C'est un fiasco total. On est endetté, je ne sais pas de combien, je ne sais plus exactement, mais c'est un fiasco. Notre PIB, on est endetté sur le PIB, c'est un bordel monstre. Mais c'est rigolo, hein, parce que nous... On nous prête pas, en personne privée, on nous prête jusqu'à 50% de notre taux d'endettement. Pourtant, la Belgique, on lui prête jusqu'à 110% de notre taux d'endettement. C'est un des avantages d'être un État. Mais il y a un moment, faut stopper les pots cassés. Ils vont le faire. Et donc, ça va sortir, c'est sûr et certain. Donc, si ce n'est pas en 2026, ce sera en 2027. Et donc, le fiscaliste, il avait quand même expliqué, comme tu as dit, qu'il y aura une déduction forfaitaire pour pas non plus sabrer tout le monde. Et donc, pour les petits investisseurs en privé, c'est-à-dire de 1 à 3-4 biens, la déduction forfaitaire, comme tu l'as expliqué, il expliquait le fiscaliste, Maître Colomb, on ne verra pas de différence par rapport à l'ancien système, qui est le système d'aujourd'hui. Okay. Par contre, si vous commencez à dépasser 4-5 biens et que vous commencez à en avoir une dizaine, et il y en a beaucoup des gros multipropriétaires, on en connaît, eux, ça va être une folie, ça va être un bain de sang, vous n'imaginez même pas. Hein. Et vraiment, la personne qui est à 25 000 € d'impôt, si elle passe à 50 000, ça ne m'étonnerait pas. Donc, ça fait 3 raisons qui expliquent pourquoi, à un moment, le privé, on stoppe, et on part en société. Et comment ça se passe un peu en société associée ? Alors, en société... Alors, je vais juste par rapport à mon parcours. Donc, moi, je suis passé en société par rapport à mon activité professionnelle d'abord. Donc, je n'ai pas créé une société pour faire de l'immobilier à la base. Donc, je suis consultant IT. Donc, je suis développeur, en fait. Hein. Et donc, j'étais indépendant personne physique. Je suis passé en société naturellement. On va dire que c'est une évolution de carrière. Et j'en ai profité. J'ai discuté avec mon banquier pour acheter des biens immobiliers. Et donc, en société, première chose que j'apprécie, c'est comme si tu te dupliquais. Donc, tu crées une personne morale. C'est comme nous, on vient des jeux vidéo, on a fait des jeux vidéo, jeux de stratégie et tout ça, exactement. Donc, c'est comme ça, c'est ma façon de le voir. Au final, j'ai joué à SimCity, The Sims et SimCity, quand on construisait des maisons et tout ça. Je ne sais pas si c'est un lien avec mon goût, pour l'immobilier. Et donc en société, donc tu dupliques ta personne, donc tu peux acheter en privé et en parallèle en société. Imagine, tu as 5 sociétés, tu peux faire 6 opérations en parallèle. En parallèle, ouais. Donc tu as une nouvelle capacité d'emprunt, il faut des nouveaux fonds propres, etc. Mais c'est vraiment, tu dupliques. Ça, c'est vraiment un point important pour ceux qui veulent scaler l'investissement immobilier. Donc vous créez des nouveaux personnages comme ça. Donc personne morale. Pour les crédits, alors les banques de base, je vous donne vraiment la base, elles vous prêtent à hauteur de 70% pour un crédit d'investissement, donc l'achat d'un bien immobilier. Mais elles vous prêtent 70% sur la totalité du projet. Donc prix du bien, prix des travaux et frais de notaire, droit d'enregistrement. Et là, on peut amortir les crédits, on peut amortir aussi le bien.
Et on peut faire aussi des plus-values. Donc c'est assez intéressant. Et ici, on revend, on peut faire un réemploi de la plus-value. Donc il y a quand même pas mal d'avantages. C'est du brut que vous utilisez, la différence par rapport à du privé. Donc c'est pas de l'argent où la TVA est passée, le précompte ou les cotisations propres, on va dire, tout net. C'est vous prenez l'argent à partir de la source. Donc dans votre société, vous utilisez cet argent. Donc c'est aussi cet avantage. Maintenant, les loyers sont taxés. Donc les loyers sont taxés puisqu'ils rentrent dans le bénéfice de la société 20 ou 25% en fonction de votre optimisation. Et tu veux rajouter d'autres avantages en société? C'est déjà pas mal, effectivement. En société, cash is king. Oui. On l'a dit, ceux qui se plaignent en privé de devoir mettre jusqu'à 20%, donc 80%, là, voilà, en société, on nous prête 30%. C'est très compliqué, surtout si vous débutez, n'espérez pas être quasiment mission impossible, de mettre un bien en garantie pour mettre un peu moins de fonds propres quand on débute en société. Pas facile, par la suite, c'est beaucoup plus facile. Donc, en gros, il faut du cash. En société, il n'y a pas d'excuses. Moi, pareil, un peu comme toi, j'ai lancé ma société pour faire ici du consulting en marketing. Et à partir de là, on a fait nos premiers achats avec Sandrine et surtout de l'achat-revente, nous, en société. Mais donc, effectivement, il faut beaucoup de cash. Ça, il n'y a pas de doute. Sur un projet à 250, il faut 30%, ça fait quand même 75 000. Pour un projet en privé à 250 000, parfois, il faut mettre juste les frais de notaire et ça représente peut-être, si vous gérez bien ça et que vous êtes par exemple dans le club, ça peut représenter peut-être 10 000 balles. Donc, ça fait quasiment 7 fois et demi plus. Donc, cash is king, très important. Tu l'as expliqué, on est dans la cour des grands, il va falloir prendre un comptable aussi. Au niveau administratif, c'est quand même vachement plus compliqué. Donc, ce n'est pas par ça qu'on débute. Ça n'a aucun sens de s'embêter avec cette complexité. C'est trop difficile au début quand on fait son premier achat IMO. Par la suite, on a compris l'utilité. C'est taxé à 25%, ça tu l'as dit. Donc, en fait, on peut déduire plein de choses, mais le bénéfice est dans la société. Et pour le sortir, vous devez payer encore. Ça, il faut quand même le savoir. On ne fait pas une société IMO pour faire du cash flow, pour se faire un lifestyle, en fait. Ce n'est pas du tout le but d'une société. Ça dépend. Le but, je sais, le Luxembourg, la philosophie des gens qui créent les sociétés, donc société managériale, le but, c'est de vivre au maximum, je pense, sur sa société. C'est ce que les gens essaient de faire, déduire un maximum. Mais ça a ses limites. Oui, ça a ses limites. C'est à l'appréciation du contrôleur, j'ai envie de dire. Parce que moi, je peux vous dire, je suis transparent et c'est des faits. J'ai essayé de déduire certains voyages. Semi-pro, touristique, peu importe, c'est pas là le débat. J'ai eu des contrôles fiscaux, alors pas à cause de ça, mais ils ont vu que j'ai déduit ces frais. Et il faut une belle histoire, des bons justificatifs aussi. Je vais rajouter par rapport à ce que tu as dit, des avantages en société aussi, c'est que le taux d'endettement est à hauteur de 100%. Ouais. C'est-à-dire que vous générez par mois 2 000 de bénéfices, vous savez emprunter 2 000 de crédit. Il n'y a pas le solde, le reste à vivre qu'on a besoin en privé. En privé, ils prêtent jusqu'à 50%, peut-être 60%. Ça dépend au cas par cas. Mais en société, jusqu'à 100%. Donc, vous savez bien vous endetter. C'est ce qui est là. Vous pouvez acheter 2, 3 biens. C'est surtout une question de fonds propres, comme tu as dit. Comme tu as dit, le cash is king. Et il faut du comptable. Il y a plein d'avantages aussi avec les produits d'assurance. Donc, on sait mettre la société au service de son chef d'entreprise en déduisant, en faisant des frais dans une EIP, engagement individuel de pension, qui va permettre à la personne privée d'avoir soit des garanties, donc vous transformez du brut de la société à du net, mais à but immobilier en personne privée, pour le chef d'entreprise dirigeant, à condition qu'il se verse un salaire en société. Et donc, le montant que vous déduisez dépend du salaire que vous versez. Il y a la règle des 80%. Ouais. Donc, c'est vraiment, ils donnent d'un côté, ils prennent de l'autre. C'est-à-dire, si tu te verses un plus gros salaire, tu payes plus de précompte, plus de cotisations sociales, mais tu peux déduire plus de ta société à but immobilier en privé. Donc, on voit bien que l'immobilier, c'est le pilier 4 de la pension, mais c'est quand même bien valorisé en Belgique, l'immobilier. Tu as tout à fait raison. Voilà, moi, je vais quand même modérer ça. C'est pas, en tout cas, on ne lance pas une société pour faire du cash flow et en tout cas du cash flow en privé. Donc effectivement, on peut déduire beaucoup de choses, mais si par exemple vous avez besoin pour payer votre résidence principale
je sais pas moi, de 1200, 1500 euros de crédit avec les charges et tout ça, ça va être difficile de faire venir cet argent-là de la société, parce que pour sortir par exemple 10 000 euros en brut de la société, vous allez devoir le sortir sous forme de salaire. Là, c'est l'hécatombe, hein, c'est le bain de sang. On est un des pays les plus taxés en Europe, en tout cas avec la France, sur le salaire. Donc, il ne faut pas faire ça. Mais même en tant que dividende, ils vous prennent quand même 30%. Donc, sur 10 000, vous allez pouvoir avoir, on va dire 7 000 et encore, hein, il y a d'autres trucs à payer. Donc, c'est pas avec ça qu'on va aller sortir du net, quoi. C'est pas ça qui va vous générer du net. Vous payez votre lifestyle en privé. Donc, d'où l'importance quand même de commencer de générer du cash flow en privé. Hein. C'est un peu ça notre point ici. Et je regarde un peu, mais est-ce qu'il y a d'autres choses à dire en société? Oui, voilà, il y a une grosse imposition. Pour moi, si on devait conclure sur les sociétés, c'est vraiment une étape obligatoire de la vie de tout investisseur qui se respecte. On débute avec pas forcément des petits, mais des biens en privé. On passe en société. Et là, pour moi, c'est quand même, voilà, on l'a effleuré. Et là, on pourrait faire une masterclass de 2 heures. On en a déjà fait sur la chaîne. C'est la cour des grands. On peut déduire des choses. Ouais. Et surtout, on peut scaler, comme on dit, on peut acheter à l'infini, quoi. Oui. Ça, il n'y a pas de limite, quoi. Acheter à l'infini. Il y a un sentiment qui est important, qui est intéressant quand vous investissez. En tout cas, moi que j'ai. Tu me diras, Flo, si toi, tu as aussi ce sentiment-là. Ouais, vas-y. Avoir une société, c'est un peu comme avoir un garde du corps, mais sur ta liberté financière. C'est-à-dire, quand tu as des couacs ou des soucis, tu as une sorte de protection juridique, c'est sûr. Au-delà de l'assurance, mais ça veut dire c'est des frais, si tu as des frais d'avocat à prendre ou quoi, c'est ta société qui peut te défendre. Bon, bien sûr. À mettre dans son contexte, mais l'idée globale, c'est le sentiment que j'ai, c'est que tu as quand même, avant qu'on attaque ton patrimoine privé, tu as des petits pions, des petits remparts, des gardes du corps, voilà, c'est ça qui m'est venu à l'esprit, qui vont pouvoir te protéger jusqu'à atteindre ton privé, quoi. Donc c'est pas mal, c'est intéressant. Non, parce que dans cette question de liberté financière, il y a une étape avant, c'est la sécurité financière. Donc c'est aussi une question peut-être que vous pouvez vous poser, jusqu'à quel niveau vous allez vous sentir en sécurité financière. Et ça, c'est très personnel, c'est-à-dire que rationnellement, peut-être vous allez penser, une fois que je remplace mon salaire, une fois que j'ai le 1,5 fois mon salaire, j'ai le double de mon salaire, ou quoi, ou qu'est-ce. Mais il n'y a pas à mon sens en tout cas, pas qu'une question financière, il y a aussi une question juridique. Parce qu'il y aura quand même des problèmes au bout d'un moment quand vous aurez une dizaine de biens, trentaine, quarantaine de locataires. Il y a toujours un couac, il y a toujours un truc qui est inattendu et des fois qui peut vous embêter. Et c'est bien quand tu as quand même des gardes du corps devant. C'est super image, belle métaphore de Maëri et ouais, tout à fait d'accord, c'est vrai qu'il y a une espèce de rempart et c'est vrai qu'elle peut tanker pas mal de choses comme on dit dans les jeux vidéo. Elle peut aggro. Ouais. Elle peut aggro, comprendra qui pourra. Et dernier petit point aussi sur les sociétés, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais moi c'est une frustration que j'ai beaucoup en privé. Et c'est pour ça que je vais plus vers les sociétés au jour d'aujourd'hui. Au niveau bancaire, c'est extrêmement lent en société. Vous introduisez un dossier, vous êtes parti pour 1 mois et demi, 2 mois, parfois 3, et parfois ça devient très chaud au niveau de l'acquisition, et ça peut vous mettre souvent dans le caca, ça m'est déjà arrivé beaucoup de fois. Alors qu'en société, si votre société, bien évidemment, est bien gérée, vous avez des bons bilans, tout ce qui va avec, franchement, on a déjà eu des réponses de dossiers sur des dossiers, on parle ici des dossiers de 500, 600, 700 000 euros quasiment en une semaine. Top chrono. Bon, on avait été un peu dans l'urgence, mais c'est pour vous dire que ça, en privé, jamais de la vie. Vous oubliez, ça n'arrive pas. En société, en fait, pour le banquier, c'est assez facile. Bon bilan, bon bénéfice. Oui. Et voilà, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et le service est vraiment différent. Bon, il y a moins d'entrepreneurs, il y a moins de personnes en société. On sent un service beaucoup plus proche de son banquier. On sent créer une relation long terme. On a été félicité, il nous a offert une bouteille de champagne. Merci à nos banquiers en société, même en privé en tout cas, qui nous suivent dans nos projets. Ouais, merci. Merci beaucoup, j'espère que ça va vous inspirer. Et aussi, c'est rigolo parce qu'en société, comme tu as dit, ils prêtent sur base du bilan. J'ai l'impression qu'ils sont, en tout cas maintenant, de plus en plus regardants. Mais moi, à mes débuts 2020, en société, mes premiers invests, c'était assez facile de demander du crédit, alors que j'avais même pas un bilan de société. Et donc, en expliquant mon évolution de carrière, ils ont compris. Ils se sont dit, ouais, ok, c'est logique ce que vous faites.
Et donc j'ai juste fait quelques lignes et ils m'ont prêté comme ça pour le premier. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, mais vous pouvez très bien démarrer une société avec un plan financier et un peu de cash, arriver déjà à acheter un premier bien. Donc voilà, ils sont quand même encore aujourd'hui assez ouverts. Mais ce qu'il faut comprendre en société, pour terminer là-dessus, avec les banques, c'est que le premier deal que vous faites avec une banque, on va dire, il faut qu'il se passe bien. Oui. Si vous le gérez bien, en fait, c'est un peu pour eux un garde-fou. Vous devez faire vos preuves. C'est une épreuve, on va dire, l'épreuve du feu, si vous voulez, avec les banques. Et quand il est bien fait, par contre, là, après, ça peut vraiment aller all-in. Il valorise votre expérience. Il voit que l'argent que vous avez mis, vous touchez des loyers. Et donc, il commence à dire, OK, vous savez faire. Et t'en fais 2, 3, 4, 5. Et même plus, je dirais, parce que là, notre dada du moment, c'est l'achat-revente. En société, ce n'était pas le but ici de parler achat-revente, mais en achat-revente, le premier deal, vous devez absolument bien le gérer avec la banque. Mais si après, vous le gérez bien, il y a moyen de faire des folies. Au niveau fonds propres, au niveau taux et tout, ça, c'est vraiment impressionnant. Toi, tu arrives à aller jusqu'à 90%. 90%, mais ouais, c'est incroyable. C'est à cause de toi, parce que tu m'avais dit qu'une banquière t'avait dit 100% c'est possible en société. Avec certaines techniques. Avec certaines techniques. Moi, 90%, ça fait 2 fois, vraiment très très heureux pour de l'achat-revente. Ça fait une grosse différence. Là, on a fait un deal qui est quasiment terminé en province du Luxembourg. Il fallait 730 000 euros frais de notaire inclus. Une banque nous proposait 240, l'autre nous a proposé 100 de fonds propres à mettre. Exactement. Vous vous doutez bien, on a été vers celle où il fallait mettre 240. Lol. Non, on a pris les 100 et très très beau dossier. Et avec une belle plus-value qui arrive là, d'ici un mois ou deux. Donc voilà, et je termine sur les banques. Ça peut paraître évident, mais si vous avez jamais fait, je vais y arriver, de crédit niveau bancaire, les taux sont beaucoup plus élevés aussi. Ouais. Faut quand même, et les durées plus courtes aussi. Les durées sont plus courtes, les taux sont plus élevés. Donc mécaniquement, le coût du crédit par mois est beaucoup plus élevé. Donc c'est ça aussi que le cash flow est plus difficile à faire parce que l'argent coûte plus cher en fait. C'est un peu que ça. C'est d'autant plus nécessaire d'utiliser les stratégies au rendement, colocation, courte durée pour pouvoir neutraliser au minimum le crédit et avoir un cash flow. Mais les amis, moi je serais vraiment curieux de savoir, suite au contenu qu'on vient de partager, est-ce que vous êtes plus team achat en personne privée, achat en société, les deux en parallèle? N'hésitez pas à nous mettre en commentaire un peu comment vous voyez votre parcours. Donc c'est déjà un premier exercice de visualisation, de planification et l'action mènera à la réflexion. Donc vous concentrez-vous sur votre première opération, mais quelles sont les idées qui vous viennent en tête? Et je pense qu'en brainstormant, en échangeant, on essaiera de vous répondre aussi pour vous dire, OK, par rapport à ta situation, c'est une bonne idée ou pas. Tout ça, ça se passe en commentaire et au plaisir de vous répondre. Et je clôturerai en disant, merci en tout cas de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, ça nous motive, mettez-nous un petit pouce, comme on dit dans le jargon. Et pour ceux qui ont vraiment été jusqu'au bout, mettez-nous en commentaire le mot-clé merguez pour prouver que vous étiez vraiment très très chaud patate. Allez, on se retrouve dans un prochain épisode. Ciao, ciao. Ciao.